Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes montent. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, la fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres. Qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gilles Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Un détenu de 22 ans a été retrouvé mort dans sa cellule le 9 septembre alors qu'il se trouvait dans le quartier disciplinaire. Un détenu de 26 ans s'est suicidé hier soir. Il était en quartier disciplinaire pour une sanction de 15 jours. Il était libérable en janvier. Frappé, cogné, humilié, des surveillants du quartier disciplinaire une nouvelle fois mis en cause. Le corps d'un jeune détenu est retrouvé pendu dans une cellule du quartier disciplinaire de la prison de Fresnes. Un suicide pour l'administration pénitentiaire, une mort suspecte pour sa mère et son beau-père. Le lundi 27 mai 2019, après une intervention musclée sur un détenu, M. Fofana Amara, il se serait pendu au quartier disciplinaire. Et bonjour, bienvenue sur Casse-Muraille, une émission anticarcérale où on essaie de donner la parole aux proches et aux personnes emprisonnées et où on parle aussi. Et aujourd'hui, on va surtout parler des mitards. Et avec nous, dans la salle, il y a Gaël. Ouais, salut Lise. Julien. Bonjour Lise. À la technique, Clara. Salut. Et moi du coup. Et on va passer tout de suite une petite virgule. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et du coup, on voulait commencer l'émission en définissant le mitard, qu'est-ce que c'est ? Plus parler en termes concrets de comment on y va. Voilà, je sais pas si vous voulez commencer. Ouais, pourquoi pas, je prends la parole. Donc déjà, définir qu'est-ce que c'est le mitard. Le mitard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cellule où on isole un détenu qui a été frappé d'une sanction disciplinaire. Alors après, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être pour une possession d'un objet qui est interdit en détention ou pour une bagarre. Et donc, normalement, le passage au mitard se fait après qu'il y a eu le compte-rendu d'incident qui a été signifié au BGD, qui est le bureau des gradés de détention. Et donc là où le détenu peut donner sa version contre la version opposée. Ensuite, il y a passage au prétoire. Donc le prétoire, c'est une sorte de petit tribunal interne où les décisions sont rendues suite au compte-rendu d'incident. Et là où le détenu peut, pareil, essayer de se défendre, quoi. Et donc suite à ça, il y a la possibilité du passage au mitard, donc à la cellule d'isolement. Donc voilà ce qui est la définition simple de ce qu'est le mitard.
Et du coup, qui prend la décision de mettre un prisonnier au mitard? Alors c'est la direction, donc c'est pas un juge. C'est pas le juge en fait, donc c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que c'est pas un juge qui rend la décision, mais la direction de l'établissement. Ensuite, il y a quand même des autres personnes. Il y a une personne de la société civile, je crois, et le procureur. D'accord, donc ça c'est le prétoire, ouais. Voilà le prétoire. Et donc le détenu peut demander d'être assisté d'un avocat, bien sûr, ou se présenter seul. D'accord. Et qui décide de convoquer le prétoire? C'est s'il y a un surveillant qui se plaint de quelque chose? Ouais, voilà. Donc, comme je dis, il y a un compte rendu d'incident qui est signifié. Donc ça, c'est le surveillant qui le fait. C'est le surveillant ou plus rarement un gradé, mais c'est souvent le surveillant qui est témoin ou acteur de l'incident, quoi. Et donc suite à ça, comme je dis, on passe après dans un bureau avec les gradés qui sont chargés d'acter tout ça. Et ensuite, il y a passage au prétoire. Et c'est là où la décision est rendue d'isoler le détenu au mitard. Après, il y a d'autres sanctions qui sont possibles aussi au prétoire, quoi. On peut avoir du sursis-mitard, donc un sursis-mitard qui est valable 6 mois. On peut avoir après, d'autres sanctions comme perdre son travail, aller dans d'autres bâtiments qui sont aussi des bâtiments disciplinaires, mais qui ne sont pas considérés comme du mitard. Donc c'est pareil, ça c'est zone grise, quoi. Et donc voilà. Et du coup, il y a des choses qui peuvent être considérées comme des sanctions quand c'est dans le cadre du prétoire, mais qui peuvent arriver en dehors pour des raisons où c'est pas du tout des sanctions, quoi. Comment ça? Je pensais par exemple la mise à l'isolement. Des fois, ça peut être une sanction au prétoire, et des fois, c'est pas une sanction, mais c'est décidé comme ça. Ah oui, il y a une mise à l'isolement aussi, parce qu'il y a plusieurs isolements en fait. Comme je dis, il y a le mitard où c'est vraiment disciplinaire, c'est suite à un incident. Mais il y a aussi il y a d'autres isolements, quoi. Il y a des étages en fait où le tribunal peut décider en fait que le détenu sera tout le temps à l'isolement, soit par prosélytisme, soit parce qu'il est trop dangereux pour lui ou pour les autres. Et voilà. Ouais, c'est que je pensais aussi à d'autres sortes de sanctions. Par exemple, le prétoire, il peut décider des transferts disciplinaires. Et par contre, des gens qui n'ont pas effreint les règles peuvent être aussi transférés de force alors qu'ils n'avaient pas envie d'être transférés, sans que ce soit une sanction. Enfin, la même chose. Bien sûr. Là, du coup, c'est pas décidé au prétoire, c'est décidé avec la direction, quoi. Sans prétoire, parce que justement, c'est fait comme ça. Ouais, c'est vrai qu'un détenu trop gênant ou trop procédurier, facilement un transfert, quoi. Et ça, sans avoir fait d'incident, quoi. Ouais. Et il y a aussi à savoir, donc c'est que, là on parlait du prétoire, mais il existe pour le mitard préventive. Ça veut dire que là je vous ai parlé le processus où on donne normalement la chance au détenu de se défendre ou de donner au moins son point de vue, sa version. Il y a aussi le mitard préventif, c'est là avant même passage au prétoire, donc avant que le détenu ait la chance de se défendre, de donner sa version, il se retrouve donc dans ces cellules d'isolement. Et donc voilà, là on avait donné la définition. Bon, après si pour visualiser, c'est vraiment c'est sordide, quoi. C'est des cellules, souvent c'est des cellules froides, une garde à vue en pire, quoi. Vraiment en pire. Et du coup, on va peut-être juste après un peu moins parler factuellement du mitard et comment on y va, mais on va d'abord écouter quelques témoignages audio qui viennent d'un reportage Arte sur le mitard, justement. 2 personnes. Celui qui a inventé le mitard, il n'a pas été l'essayer. Il ne peut pas comprendre cette haine qui naît en nous et cette colère et ce sentiment de ne valoir rien du tout, de n'exister aux yeux de personne. On vous condamne à un moment de solitude, d'abandon, de déshonneur complet. On a cette impression-là que personne ne veut nous regarder, personne ne veut nous entendre. Comme si que va mourir dans ton coin, va souffrir dans ton coin. Il y en a qui sont devenus fous. Il y en a qui sont devenus fous au mitard. Il y en a beaucoup qui ont craqué. Tu peux faire une connerie. Si t'es vraiment femme dans ce moment-là, quand t'arrives comme ça, en plus tu sais que t'as de la prison à faire, tu viens d'arriver, t'es tout amoché comme ça, tu te retrouves au mitard.
Ouais, ça peut te passer. Tu peux faire une connerie. Ouais. Faut vraiment être solide dans ta tête. Faut vraiment être solide. La violence, elle est à tous les niveaux, de toute façon. Moi, j'ai vu des surveillants violents, des premiers surveillants, des officiers et même un directeur, quoi. Un directeur qui a frappé un détenu qui était maîtrisé, menotté et qui était tranquille, qui allait, on accompagnait au quartier disciplinaire, voilà. Et puis j'ai vu le directeur l'attraper et puis lui donner des coups de genou, quoi, dans le ventre, dans la cuisse. T'appelles, ils répondent pas, ils se foutent de ta gueule. Alors soit ils laissent sonner l'interphone, soit ils te mettent la musique classique sur l'interphone. Ils s'amusent. Il y a des salopards à l'interphone, quand j'appelais, ils faisaient « Bien du jour, vous êtes bien sur la ligne Thalys en direction de Paris-Bruxelles. Passez votre commande de frites, on vous les amène tout à l'heure. » Du foutage de gueule, quoi. Et en fait... La solution pour faire ouvrir, pour rencontrer quelqu'un, c'est ça. Tu leur dis non, mais attends, ok, alors t'es occupé, d'accord, tu viens de me dire t'es occupé, je te laisse une demi-heure. Dans une demi-heure, je te promets, tu vas ouvrir. Je suis sûr, tu sois d'accord ou pas, tu ouvriras. Et là, tu bouges la toilette, tu déclenches. Puis au bout d'un moment, il y a sa dos dans la coursive, il le voit, et là tu les entends, oh putain, ça y est, elle fait chier, nan. Et tu les entends s'équiper, machin, et tu sais que tu vas en prendre plein la gueule, mais au moins ils t'auront ouvert, quoi. Tu leur as dit, dans une demi-heure vous ouvrirez, t'as plus que ça en tête, parce que sinon tu deviens barjot, quoi. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Donc vous êtes toujours sur Casse-Muraille, vous venez d'écouter des extraits d'un documentaire d'Arte qui s'appelle Mitard Angle Mort, qui est possible à regarder sur YouTube. Du coup, on parle toujours du mitard. Est-ce que vous avez envie de réagir là aux extraits qu'on a entendus? Oui, parce que c'est vrai que on entend là, on entend le témoignage d'une détenue qui parle de détresse psychologique. Et c'est vrai que déjà en elle-même la prison, où quand tu as 2 heures de promenade par jour, c'est-à-dire 22 heures par jour enfermé dans une cellule à 2, 3, voire 4, c'est déjà difficile. Mais là, le mitard, c'est vraiment, c'est un cachot, quoi. C'est un cachot. C'est, comme je dis, c'est des cellules froides où la lumière ne rentre pas. On revient au temps des bagnes, quoi. Et où là, tu es 24 heures sur 24 avec toi. Ah oui, il y a une petite promenade, il y a 1 heure de promenade par jour, mais pareil, en fait, dans une toute petite promenade où tu vois pas le jour qui est grillagé de partout, donc tu as l'impression d'être un animal. Et donc souvent quand les détenus arrivent là-bas, ils sont déjà dans une grande détresse psychologique, quoi, parce que bon, tu sais que tu vas aller là-bas. Souvent, l'incident que tu as eu avant, c'est déjà que tu n'étais pas bien en détention. Plus après, si c'est des histoires avec des surveillants, ça rajoute une peur, quoi, et une colère. Et souvent, après, les surveillants en charge normalement de veiller à la sécurité des détenus s'en donnent à cœur joie à ces moments-là, quoi. En poussant justement, plus la personne est fragile à ce moment-là, plus ils vont la pousser, quoi. C'est-à-dire en la laissant dans cette détresse, en mettant du temps à répondre, en se moquant d'elle, en jouant avec même la nourriture, enfin voilà, quoi. Et quand on sait que c'est des sanctions qui peuvent... Alors avant, c'est des sanctions qui pouvaient aller jusqu'à 40 jours, on peut faire 40 jours d'affilée. Il y a quelques années, ça a changé. On peut prendre 40 jours de mitard au prétoire, mais on peut pas faire plus de 20 jours d'affilée. Mais 20 jours, imaginez 20 jours d'affilée dans une cellule qui fait, je sais pas, 3 mètres carrés, quoi. Et il y a juste un lit, un trou pour chier, quoi. Et voilà, quoi. C'est vraiment, faut pouvoir l'imaginer, c'est horrible, quoi. C'est pire qu'une niche, quoi. Moi, j'ai jamais été en prison, mais par contre, j'ai déjà été en garde à vue, et c'est vrai qu'au bout de 24 heures, on n'en peut plus. On veut juste que ça s'arrête, en fait. J'imagine ça te coupe de tout ce que tu avais prévu de faire en prison, toutes tes activités. Ouais, toutes les activités. À part s'il y a des parloirs qui ont été programmés, où là, ils sont obligés, ou à part... Ils sont censés. Ouais, ils sont censés. Et
Et bah ouais, bien sûr, c'était une extraction pour le tribunal ou voilà. Et puis pareil pour tes affaires, j'imagine que c'est galère, tu peux pas les avoir au mitard. Ah, tu peux pas les avoir et des fois, t'es même pas sûr de les retrouver à la sortie, quoi. C'est ça. Donc c'est compliqué. Après, bah voilà, voilà. C'est vraiment des moments sombres, vraiment sombres, hein. Même les plus costauds. J'ai vu des costauds aller là-bas hein, et en ressortir en miettes, quoi. En miettes. Quand je parle des activités, je parle aussi des rendez-vous psy et psychiatre. J'imagine que Alors, déjà, ça, ces rendez-vous-là, non, c'est pareil. Ils sont obligés de Alors, du coup, il y a une procédure avec une sorte d'escorte interne, quoi, des surveillants, enfin voilà, et ils bloquent toute la prison en fait pour ces mouvements-là, quoi. Et moi, je voulais revenir sur quelque chose dont tu parlais tout à l'heure. Tu parlais de mitard préventif, là. Du coup, qui prend cette décision de mettre en préventif en attendant le prétoire? La direction aussi. C'est la direction, La oui, c'est pas le direction. maton Non. impliqué. Ouais. Non, la direction. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est des matons qui respectent pas le règlement? Ils vont au mitard aussi Bah non. Ah non. Au contraire, ils sont couverts. Ils sont couverts. Ah ouais, mais du coup, c'est un peu comme à l'extérieur, en fait. On est censé respecter les lois, mais les policiers sont pas censés les respecter. Bah, c'est là où le bas blesse, comme on dit, quoi. C'est là où on a du mal à comprendre ce système et... Bah, ou alors, c'est là où on commence à comprendre, Ouais. justement. mais ouais, c'est dommage. Mais vraiment... Ah oui, du coup, c'est pas parce que y a quelque chose de pas bien qui s'est passé ou non, c'est vraiment un système pour favoriser les uns et pour écraser les autres, quoi. Bah, c'est ça. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours les mêmes catégories sociales ou ethniques qui se retrouvent au mitard, quoi. Je veux dire, c'est pareil, c'est des personnes qui sont un peu si désocialisées, qui font pas le dos rond. Tu te retrouves facilement au mitard que si tu vas dans leur sens et que tu pleures au prétoire, quoi. Ouais, c'est un commis d'office au prétoire. Ouais, voilà, exactement, ouais. Et on va peut-être faire une petite pause musicale pour écouter un son. Ouais, super. De Jul, La Bandite. Et du coup, on a fait une petite pause musicale aussi parce que là, on voulait parler continuer à parler du mitard, mais parler d'un sujet un peu plus dur, de la mort au mitard, entre autres. Et on voulait peut-être commencer en parlant de Manu. Je sais pas si tu veux nous en parler. Oui, c'est moi qui ai demandé quand on avait parlé des sujets du mitard et donc des morts au mitard, parce que bah, déjà pour apprendre aux gens quand même, ouais, il y a des gens qui meurent au mitard. Alors certains se suicident ou d'autres on dit qu'ils se sont suicidés, mais on sait bien que c'est pas des suicides. Et voilà, je voulais parler d'un cas parce que il me touche personnellement. C'est une personne que j'ai connue à la maison d'arrêt de Brest. Donc c'est une mort qui est survenue en février 2017 d'un jeune homme d'origine guadeloupéenne qui s'appelait Manu, ou Donald pour les intimes. Et voilà, une force de la nature, vraiment un costaud. Et donc suite à un incident en détention, donc problème avec des surveillants, il a été donc envoyé au mitard. Donc pareil, mitard préventif, là. C'est-à-dire même avant de passer au prétoire, il passe au mitard. Donc faut savoir que Manu était bientôt libérable. Il lui restait 2 mois. 2 mois, comme je dis, c'était une force de la nature. Il faisait plus de 100 kilos. Enfin voilà, vraiment un costaud, quoi. Pas de problème d'addiction, donc pas quelqu'un qui allait péter un câble tout de suite rien que par fierté, parce que justement il était costaud, il n'aurait pas montré qu'il avait été en détresse psychologique, qu'il allait tenir, quoi. Et donc la même semaine, comme j'ai dit, quand on a des parloirs qui sont programmés avant d'aller au mitard, surtout que là c'est en préventif, donc ils sont obligés de nous laisser nos parloirs. Et donc à son parloir là, en plus, il voit pour la première fois son fils, quoi. Donc Manu, ce grand gaillard là, costaud, dur, une carapace, il voit son fils pour la première fois. Il est libérable 2 mois plus tard. Il a déjà fait de la prison en plus. C'est pas un primaire. Et bizarrement, le soir même, il décède. Mais vraiment d'une façon bizarre. Ça veut dire déjà, il est conduit à l'hôpital.
il est conduit à l'hôpital et déposé à l'hôpital comme si c'était un SDF, un sans-papier, sans contact, sans personne à prévenir. Alors comme je vous le dis, il avait eu un parloir dans la semaine même, donc les contacts sont faciles à trouver. Bon, il vient de prison, donc comment ça se fait qu'à l'hôpital, on a une personne, on ne sait même pas qui vient de prison? Ça veut dire on essaie de cacher ça. Il y a quelque chose à cacher. Ensuite, première expertise médicale qui dit que notre Manu là, il se serait suicidé. Alors on ne sait pas trop comment. Soit il serait pendu, soit il se tapait la tête contre les portes, il aurait fait une hémorragie interne. Enfin voilà. Enfin bref. Donc des détenus. On prévient sa famille quand même. On dit il y a quelque chose de suspect là-dedans. Il demande une contre-expertise. La contre-expertise dit bien que non, c'est pas ça. Et donc la contre-expertise dit bien que non, c'est bien quelqu'un qui l'a tué, quoi. Il y a des marques de strangulation qui étaient faites par un corps étranger et pas par un drap, comme ça a pu être dit aussi, puisqu'il y a eu 36 000 versions. Et bref, voilà. Suite à ça, donc il y a eu, c'est là qu'on voit la machine rentrer en branle, quoi. La machine, la couverture de ce système carcéral, parce que donc suite à ça, donc quand on a su que la contre-expertise prouvait bien que non, c'est pas un suicide en fait, c'est un homicide, voire un assassinat, mais en tout cas c'est un homicide. Et du coup, suite à ça, il y a eu des transferts en pagaille. Ça veut dire tous les détenus qui pouvaient manifester rien qu'une interrogation, ça faisait un transfert. Donc et l'étage où était Manu, il faut savoir que plus de la moitié de détenus ont été transférés comme ça du jour au lendemain. Et à l'autre bout de la France, quoi. Donc pareil, maintien de liens familiaux, tout ça, on s'en fout, quoi. Pour des gens qui demandaient juste de la justice. Mais pourquoi? Parce que l'administration pénitentiaire avait peur que ça prenne en ampleur de bien sûr. ouais. Ah bien sûr, parce que là, c'était flagrant, quoi. C'était flagrant, les gens connaissaient Manu, on sait que voilà, c'était pas possible, un suicide, vu sa peine, vu qu'il venait voir de son fils, vu tout ce que je vous ai dit. Et donc là, vraiment, j'ai pu constater, je l'ai vu, j'ai mes yeux vus, comment cette machine est entrée vraiment en marche pour cacher tout ça. On va tout cacher, déjà même les détenus, on va les empêcher de parler. Et vraiment, des transferts à Uzers, à l'autre bout de la France, pour des petits gars qui avaient quelques mois à faire, quoi. Et donc, et suite à ça, on voit bien, même aujourd'hui, pour trouver des informations quand même sur la mort d'un jeune homme qui est survenu. En prison, il faut savoir que normalement, ils sont censés quand même veiller à notre sécurité. C'est ce qu'ils disent. Hein. À chaque fois, quand ils veulent interdire des trucs ou rajouter des règles restrictives, c'est pour la sécurité des détenus. On doit gérer votre sécurité. Mais alors, comment ça se fait qu'un détenu peut mourir de la main des personnes qui sont censées le protéger, le surveiller? Et que des années après, les seuls articles qu'on peut trouver dans les médias sur la mort d'un jeune homme, quand même, en 2017, une mort plus que suspecte, hein, quand même, un homicide, fait par des fonctionnaires, quand même, et c'est deux médias engagés, deux médias militants, il n'y a que là qu'on peut trouver. Donc on voit bien comment c'est caché, c'est mis sous silence. Alors je parle de Manu là parce que ça me touche personnellement et vraiment c'est un honneur de pouvoir en parler aujourd'hui. Je vous en remercie. Mais des cas comme ça, il y en a des centaines, quoi. Alors ça faut le dire haut et fort. Il faut que les gens le sachent et que voilà la peine de mort a été abolie il y a bien longtemps, quoi. Normalement. Oui, moi, ça me fait penser à Sacha, bien sûr, et j'ai une pensée pour les parents de Sacha. Là, pour le coup, eux, il n'y a pas tellement de doutes, c'est sans doute vraiment un suicide, mais c'est quelqu'un qui était très jeune, qui est parti en prison pour pas très longtemps et qui a prévenu l'administration qu'il n'arriverait pas à supporter le mitard, qui a demandé officiellement à ce que sa peine soit fractionnée en plusieurs sessions, en 3 fois. Et l'administration a refusé et en fait il s'est suicidé, quoi. C'est dur. Non, c'est dur. Bon, peut-être on essaye de trouver des trucs plus positifs. Il y a on se doute qu'il y a quand même un peu de solidarité qui existe en prison. Oui, comme on avait parlé la semaine dernière, pour ceux qui ont pu nous écouter la semaine dernière, sur la semaine dernière, c'est vrai que la solidarité, elle vient toujours d'entre détenus, quoi. C'est entre détenus, c'est ça, c'est comme ça, il faut... Et donc, ça passe par des systèmes des yo-yo, passer des trucs, on fait des trous dans les grilles, on essaie de passer quelque chose, quelques clopes, à manger. C'est souvent les cigarettes, hein, vraiment, qui est le plus dur là-bas, parce que quand on est fumeur, c'est vraiment la chose qui peut faire péter un câble là-bas, quoi, à plus d'un. Et donc, c'est vrai que solidairement, souvent il y a des cellules en dessous des mitards, quoi.
Donc en fait, il y a le système de yo-yo, on arrive à se passer des trucs. Après, on parle, c'est-à-dire ça occupe un peu l'esprit que de parler avec des gens, même si tu les vois pas, parce que tu ne vois personne en fait. Il y a des grilles, tu ne vois rien du tout, quoi. Mais voilà, encore, c'est cette solidarité entre détenus et sur plein de sujets qu'on va parler. Hein, je pense que c'est ça qui peut, qui nous aide à garder notre humanité, quand même, bien qu'ils veulent nous rendre, qu'ils nous prennent pour des sauvages, surtout, quoi. Ils veulent nous déshumaniser. Ils nous déshumanisent. Mais voilà, c'est encore l'entraide entre détenus qui permet de tenir bon, quoi. Et puis la solidarité, t'en as parlé quand tu racontais l'histoire de Manu, en fait, de tous les autres détenus qui n'étaient pas d'accord avec ça, qui voulaient que ça se sache, et aussi de la famille qui voulait que ça se sache et qui n'étaient pas d'accord. Et en fait, ils essayent de la briser, la solidarité, et notamment avec le mitard, avec les éloignements. Ben oui, c'est pour ça quand on voit les valeurs qu'on nous donne de fraternité, d'égalité et tout, mais en fait on met les gens en prison, et c'est ces gens-là qui sont en prison, les détenus, qui revendiquent plutôt cette fraternité, qui sont là, qui demandent même de la justice. Parce que nous on a été punis, on a fait notre peine, mais alors pourquoi après les gens qui rendent cette justice peuvent eux aller contre ou marcher dessus? C'est horrible, jusqu'à donner la mort à quelqu'un et couvrir ça, quoi. Voilà, un père de famille, un jeune enfant. Enfin, voilà. Et aussi dans les témoignages, on entendait une des personnes qui nous parlait d'autres moyens aussi, un peu en réaction de résister là face au mitard, notamment en noyant sa cellule. Ouais, voilà, ouais. Tu peux noyer ta cellule. Je connais des gens qui avaient réussi à mettre le feu à leur matelas en passant des allumettes, mais au final, c'est qui est le pénalisé là-dedans? C'est-à-dire, on va t'ouvrir la porte parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils vont être encore plus durs avec toi après, et c'est toi qui va avoir les pieds dans la flotte, c'est toi qui va vivre dans l'humidité, c'est toi qui... Je connais quelqu'un qui a les poumons brûlés de l'intérieur, quoi, parce que justement, vous voulez pas l'ouvrir, une détresse psychologique. Il a fait ce geste malheureux. Alors ils vont t'ouvrir la porte, hein. Tu vas leur casser les couilles pendant 5-10 minutes, ils vont râler, mais ça va rien leur changer à eux, quoi. Mais voilà. Mais après, j'ai l'impression que c'est quand même important, au moins de parler de tout ça, de tout ce qui se passe, bien sûr. La résistance, et puis de faire sortir bien la parole. Bien sûr. Et quand même, c'est le cachot, le mitard est dénoncé par plusieurs organismes d'observation indépendants, quoi. Donc ça n'a plus lieu d'être, quoi. Ça n'a plus lieu d'être, c'est un usage d'un autre temps, ça n'a vraiment plus lieu d'être, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de militants anti-carcéraux ou ne serait-ce que pour la réforme de la prison qui militent pour qu'il n'y ait plus de mitards. Mais tant qu'il y aura des prisons, il y aura des mitards, puisque c'est comme ça qu'ils tiennent les prisons. En fait, le mitard, il fait office de prison, comme là, il a le même rôle que la prison dans la société, dans la prison. Donc de tenir la prison par la punition. Ouais, je pense bien. En tout cas, plein de force à toutes celles et ceux en prison, au mitard, à l'isolement là, actuellement. Ouais, force à vous. Ouais. Et je sais pas si on veut continuer ou si on finit l'émission. Je sais pas si vous reste des choses à dire, un peu. Moi, je dirais comme toi, Lise, hein, c'est force à tous les détenus. Et pour ceux qui sont au mitard, ou ceux qui vont y passer, ou ceux qui sont passés et qui gardent un trauma, force à vous, vraiment. Ouais, et puis si, une bonne nouvelle quand même, on a appris que Luna avait été libérée, dont on avait déjà parlé, là, qui avait été arrêtée par rapport à la lutte contre l'A69. Oui, il y a Luna qui avait été arrêtée et placée du coup en isolement pendant 4 mois par rapport à la lutte contre l'A69. Donc en détention préventive à l'isolement parce que c'est une meuf trans et que les prisons françaises mettent les meufs trans à l'isolement souvent dans des maisons d'arrêt ou des centrales pour hommes. Donc là, c'était le cas. Et elle est sortie ce matin. Et du coup, on lui souhaite plein de bonheur. Voilà. Et peut-être avant les revoir, on va faire un petit tour des contacts de Casse-Muraille. Donc justement, si vous voulez nous contacter, nous appeler, témoigner ou quoi que ce soit, passer un son, une dédicace, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 07 82 98 43 59
ou par mail à casmuraille@riseup.net, CASMURAI@riseup.net, ou par courrier au 17 rue Paul Bellamy, chez B17, 44 000 Nantes. Et vous pouvez aussi réagir à l'émission en laissant des commentaires aussi sur YouTube. On a une chaîne YouTube. Force à toutes et à tous, à celles et ceux qui sont derrière les barreaux, à celles et ceux qui sont enfermés chez eux par un bracelet ou un contrôle judiciaire, et à toutes leurs proches. Et crève le mitard. À une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.